C'est à la fois un coup de tonnerre et un coup de poker qui ont surpris tout le monde hier avec la déclaration du président de la République et son annonce de dissoudre l'Assemblée nationale à l'issue du vote des européennes. Il n'était pas obligé de le faire, il était peut-être contraint par des circonstances politiques. On va évidemment parler de cette décision tout au long de cette émission avec Armelle Lebrun-Chopard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé de sciences politiques, donc vous allez nous éclairer sur ces dimensions politiques de la décision du président de la République. Véronique Jérôme, bonjour. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Polito-économiste et maître de conférence à l'université de Paris-Saclay. Raphaël Matin du Vidéo, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes maître de conférence en droit public à l'UVSQ. Jean-Baptiste Amonique, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Villepreux et le président du MoDem des Yvelines. Et c'est donc très important d'avoir votre point de vue, parce que je pense que vous ne vous attendiez pas à avoir une élection législative aussi rapide avant-hier, si je peux dire. Les équipes municipales non plus. Et Elias Emrani, bonjour. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors, vous avez 15 ans, hein, vous êtes lycéen à Montigny, vous êtes ancien président du conseil municipal des jeunes de Montigny, et vous êtes le rédacteur en chef d'une revue assez exceptionnelle qui s'appelle Le Contemporain, hein, qu'on trouve sur le net, c'est lecontemporain.net. Alors vous interviewez des personnalités absolument... Hein, c'est un beau travail que vous faites. Un très beau travail. Je remercie toutes les équipes qui participent à ce projet. Alors, vous n'avez pas voté parce que vous n'avez pas l'âge. Pas encore. Mais vous êtes passionné par la politique. Hein. Ah, depuis toujours. Depuis toujours. En fait, je vais commencer par vous. Est-ce que vous attendiez, vous, à une dissolution de l'Assemblée nationale? Ah, mais personne s'y attendait, à mon avis. Enfin, c'est une surprise. On a parlé de coup de poker du président de la République. Oui. C'est une décision courageuse, mais très surprenante après des élections européennes qui actent une défaite de la majorité, mais une victoire de l'extrême droite. Donc non, personne ne pouvait s'y attendre, mais je pense que c'était une décision qui était essentielle. Oui, Raphaël Matin du Vidéo, sur le plan juridique, évidemment, oui. Rien n'oblige un président de la République à dissoudre après une élection européenne. Absolument. Et même après une élection municipale ou régionale, peu importe, juridiquement, le président n'est pas lié par les résultats d'une élection. Voilà. En tout cas, donc celle-ci. Juridiquement, rien ne l'obligeait. C'est vrai qu'il y a un côté peut-être un peu gaulien dans... Je ne sais pas si Armelle Lebrun-Chopard, non, ça ne vous rappelle pas un peu, au fond, De Gaulle qui part en 69. Oui, mais... Là aussi, il n'est pas obligé. Oui, non, mais Macron, il n'est pas parti. Hein. Non, Macron n'est pas parti. Non, je pense qu'il y a surtout... il y a... Déjà une première surprise quand on a annoncé qu'il allait y avoir un message du président de la République. Oui, oui. Le soir même d'une élection, ce qui est juste très après, rare. alors que ça s'était jamais fait, puis ensuite l'annonce de la dissolution. Alors, c'est aussi le côté Macron, il veut rester maître des horloges. La censure, ils étaient sous le coup d'une censure, et peut-être de deux, enfin... la menace pour le budget, donc il aurait été soumis à une censure et monsieur veut garder la main. Et puis il y a le côté coup de théâtre qu'il ne déteste pas. Alors à part ça, pour la suite, faire la dissolution, avoir de nouvelles élections et la perspective d'avoir le Rassemblement national majoritaire, là aussi c'est un pari et on entend ici et là dans les commentaires que ce serait pour en quelque sorte user le futur. Alors ça, on va y venir, oui. D'accord, donc alors sur les conséquences, voilà. Mais c'est en effet une hypothèse possible. Jean-Baptiste Amonique, vous êtes le président du MoDem des Yvelines, vous avez vous-même été surpris, je pense que les élus, les députés qui sont vos proches l'ont été aussi. Oui, alors si vous me le permettez, Patrice, moi déjà je voudrais rendre hommage à tous ceux qui ont permis à la démocratie de se tenir hier, c'est-à-dire tous ceux qui étaient dans les bureaux de vote. Dans les bureaux de vote. On va les saluer, évidemment, c'est de plus en plus dur. Les élus, les agents, évidemment, qui ont fait des heures supplémentaires, et puis les bénévoles qui se sont retrouvés assesseurs et scrutateurs. On a essayé tout de suite de les fidéliser pour le 30 juin et le 7 juillet prochain, parce qu'on va avoir besoin de personnel. Mais il faut avoir à l'esprit que, évidemment, c'est accessoire, parce que là, on parle de l'avenir du pays. Mais il y a un enjeu d'usure, quand même, au niveau local des équipes. Vous le sentez aussi, voilà. On le sent. Donc là, les discours, je pense que tous les maires portent ces discours-là en ce moment dans leur mairie ce matin.
c'est de mobiliser les troupes, évidemment, pour qu'on soit au rendez-vous, déjà pour organiser le scrutin convenablement, sur une période qui est un peu particulière. On avait déjà des agents qui avaient posé des congés, des élus aussi qui partaient, parce que vous savez... Oui, en plus, on est début de vacances. Quoi. Début de vacances, ce qui posera, à mon sens, aussi le sujet de la participation à ce moment-là. Donc, je ne vais pas vous cacher qu'on est tous un peu sonnés. Dissolution, c'était un serpent de mer depuis quelques mois. Le timing pour certains est surprenant. Moi, je le comprends. Je pense qu'il y a un enjeu politique sur ce timing-là. Et je m'en exprimerai tout à l'heure. Et il y a un enjeu, je dirais, plutôt organisationnel qui est lié aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Où très concrètement, je pense que le président de la République a voulu montrer qu'il tenait compte des résultats des élections. C'était la petite musique qu'on entendait depuis un moment. Il ne tiendra pas compte du scrutin puisque ce sont des européennes. Il va sauter il fait un choix en responsabilité qui est risqué, mais néanmoins, il annonce des législatives dans la foulée. Je pense que s'il annonçait des législatives en septembre, on aurait eu pendant les JO des manifestations un peu partout. Ça aurait peut-être été un petit peu compliqué. Et puis là, finalement, d'essayer de remettre quelque chose d'aplomb, une majorité, on l'espère, avant les Jeux. Moi, je pense que le timing est lié à ça. Après, de façon plus politique, je pense que c'est aussi pour prendre les adversaires un petit peu de court, et notamment la gauche, parce qu'une des grandes inconnues, c'est est-ce que ce fameux Front populaire dont on entend parler depuis ce matin, ou la NUPES, va renaître de ses cendres et se reconstituer, sachant qu'ils étaient divisés pour les élections européennes. Véronique Jérôme, justement, le timing est peut-être un peu de précipitation, je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est vrai que c'est des élections législatives qui arrivent très vite. Alors c'est vrai qu'il y a les JO, il y avait l'obstacle des JO. Il y a aussi le fait peut-être qu'il y a peut-être un calcul sur qui va participer aux élections, qui va s'abstenir dans une période qui est le début des vacances, en effet. Oui. Alors, moi j'ai une info, j'ai lu l'opinion ce matin, il semblerait quand même que c'était plus ou moins prémédité. Et on peut y croire à partir du moment où prendre un tel risque, c'est tellement grave que partir un peu, débarquer sans prévenir, et le soir du 9 juin annoncer qu'on organise des législatives, c'est pas concevable. Donc il semblerait quand même que depuis novembre 2022, les équipes ont plus ou moins dans les circonscriptions sont sur le terrain. Donc ça, je veux bien y croire. Si on pose ça, ça signifie qu'il y a une anticipation de victoire, et auquel cas ça devient rationnel parce qu'on considère que on remet tout à plat, on recommence, pas coupable, pas responsable parce que le président n'était pas tenu, mais il le fait en disant un peu aux Français, je vous ai compris. Pas sûr que les Français aient bien compris le message et qu'ils aient, en votant majoritairement RN, aient compris que le vote sanction allait se traduire par ce blast, enfin par cet effet aussi fort. L'autre point, c'est qu'il y a quand même, de mon point de vue, enfin pour aller très vite, c'est qu'il y a aussi un problème de confiance et il y a un problème où j'ai l'impression que c'est un peu, pour vous la faire courte, tous piégés. Sauf si le président a bien anticipé les choses et qu'il est sûr de ses troupes. Mais à part ça, il va poser sur le tapis, sur le plateau, la nécessité à tous les partis de se rassembler. Or, on a une gauche qui, comme on vient de le dire, a du mal à... Enfin, on ne sait pas si ça va renaître de ses cendres ou pas, cette gauche, cette NUPES. La droite... est un peu boostée par le score de Glucksmann quand même, mais voilà, c'est vrai mais Aubry a eu un discours hier qui est complètement... Enfin, qui est quand même assez violent. La droite... Oui, paradoxalement, voilà. Retour de Mélenchon. La droite n'aura pas le temps suffisant pour se reconstituer, donc ça semble quand même assez particulier, mais pour la droite, je crois que c'est là où est le plus gros piège, parce qu'elle va être obligée soit... La droite républicaine, vous dites ? Oui, la droite républicaine. Elle va être obligée soit de trouver des alliances, et soit d'accepter les alliances qu'elle ne veut pas, parce que Ciotti a le premier dit que cet arc républicain, il n'en voulait pas, mais que va-t-il faire alors ? Et il n'y a pas question non plus qu'il aille vers le RN. Donc, et si le RN... Enfin, moi, je ne crois pas à un RN majoritaire, je n'y crois pas, parce que je pense quand même que... On va peut-être... qu'ils n'en ont pas envie. Mais... Et il y a une vraie question de confiance, et le dernier point, c'est pour parler un peu d'économie, c'est... quelle perspective, enfin, il va falloir regarder les marchés financiers, parce que si on annonce un grand renfort de publicité que le RN va être majoritaire en France, je pense qu'on va avoir des soucis. La dette, les marchés financiers, ça va devenir un problème. Déjà une baisse de la bourse de 2 points. Enfin, bon. Et avec une note des agences de notation récemment qui... Oui, ils avaient commencé à dire que... Tout à fait. Il n'est plus seulement confiance, on est dans un palier. Le suivant, c'est le palier d'en dessous. Alors simplement sur le score de Raphaël Glucksmann hier, enfin, je pense qu'il... Raphaël Glucksmann a pris la parole hier, c'est un score du PS et de Place Publique et pas de la NUPES. Je pense que ces élections marquent aussi la mort de la NUPES,
après les nombreuses interventions assez chaotiques de la France insoumise, la gauche démocratique et républicaine essaie de s'en extraire grâce à ces élections. Et arrive en tête, en troisième position. Et je pense que cette dissolution du président, elle marque aussi une volonté de ne plus subir son mandat, qui depuis 3 ans et depuis 2 ans maintenant est assez difficile, avec des lois compliquées, la majorité relative en 2022, la réforme des retraites, les mouvements sociaux, la loi immigration. Donc c'est une manière de ne plus vouloir subir ce mandat pour les 3 années qui restent, également d'attaquer ce qui fait la force du Rassemblement national, c'est-à-dire sa virginité politique. Ils n'ont aucun bilan à faire valoir aux Français. Et puis en 2027, ils vont se présenter devant le peuple et ils auront, si jamais ils arrivent majoritaires à l'Assemblée, ils arriveront avec un bilan. Et ce qui, j'imagine, dans l'esprit du président de la République, serait une force pour Gabriel Attal, pour Édouard Philippe, ou celui qui représentera la majorité présidentielle en 2027. Oui, Armel Lecbrun-Chopin, en dehors, alors il y a évidemment ces résultats importants des élections européennes, on en parlera après, mais c'est un phénomène européen, la montée des populismes. Mais est-ce que la dissolution, elle n'est pas inscrite depuis les résultats des élections législatives de 2022 manifestement, elle se préparait. Hein. Oui. Elle se préparait. Ceci dit, peut-être qu'on ne voyait quand même pas le Rassemblement national à ce niveau-là. Hein. Donc ça a peut-être précipité aussi les choses. Mais je crois qu'il y a aussi un profond optimisme chez Macron. C'est Macron, absolument. C'est-à-dire qu'il pense, et Bayrou aussi, hier a dit, mais on va convaincre. On va convaincre. Optimistes qui se fondent sur l'idée qu'effectivement ils vont convaincre, etc. Et puis sur ce fameux arc républicain, ce champ républicain que Dupond-Moretti hier était bien incapable de définir. D'ailleurs, il a c'est l'idée qu'ils vont peut-être pas présenter de candidats contre des candidats de gauche compatibles, Macron compatibles, ou des candidats LR Macron compatibles. C'est vrai qu'il peut y avoir cette dissolution, elle met les partis politiques devant leurs responsabilités. Est-ce que vous acceptez la victoire du Rassemblement national, ou est-ce que vous êtes prêt à vous allier, même si vous n'êtes pas d'accord sur tout, pour l'empêcher? Oui, c'est le fameux arc républicain, pour ne pas parler de champ républicain. On pense, ou Macron pense à 2002. Ils vont tous s'allier pour ne pas avoir le Front National. Donc, au moins au second tour, il va se passer du mouvement. Bon, moi, je pense qu'il y a Macron se dit, moi, quand je suis arrivé en 2017, personne ne me connaissait ou peu, et j'y suis arrivé. Donc, il y va au toupet, partie de poker, comme vous avez dit tout à l'heure. Jean-Baptiste, pour avoir échangé avec un certain nombre de parlementaires de la majorité du département et quelques cadres nationaux depuis hier soir, j'entends les éditos, les journalistes, les commentateurs qui parlent peut-être de l'esprit cynique du président de la République avec cette idée de mettre le RN au pouvoir pendant 2 ans. Moi, je n'y crois pas. Je crois vraiment qu'on y va pour gagner, et nous, on va y aller pour gagner, pour remporter ces élections législatives. Parce que là, on sort des élections européennes en un tour à la proportionnelle. Et je pense qu'il faut bien ressensibiliser tous les Français par rapport au mode de scrutin. C'est que les élections législatives, évidemment, on est sur du scrutin majoritaire uninominal à 2 tours. Alors certes, dans la configuration actuelle, on risque d'avoir quand même un petit paquet de triangulaires et de quadrangulaires. Donc est-ce que les alliances se feront au premier tour ? Je ne suis pas certain, je ne crois pas même, pour tout vous dire. En revanche, on va peut-être assister à des désistements avec des équilibres de département à département. Vous pensez plutôt entre les 2 tours. Oui, alors après, je sais que dans les Yvelines, pour avoir discuté avec un certain nombre de responsables aussi, plutôt des Républicains, on va se parler, on échange déjà. Parce qu'on a quand même certaines circonscriptions où il y a un fort risque de voir les extrêmes l'emporter, et pas toujours le Rassemblement national. Il y a 2 circonscriptions détenues par LFI où il n'y a pas eu d'accord en 2022 entre LR et la majorité présidentielle. Il pourrait y avoir cet accord peut-être cette fois ? Je ne sais pas si on arrivera à un accord, je ne sais pas si tout le monde voudra qu'on s'entende dès le premier tour. En tout cas, en ce moment, ça discute. Après, vous n'êtes pas sans savoir que dans le département, il y a 2 franges des Républicains. On va dire qu'il y a la nouvelle frange qui a pris les responsabilités. Qui est plus à droite. Et puis, on a celle qui est notamment incarnée par le président du département. Philippe Bennassaya, notamment. Par Philippe Bennassaya, qui était député, qui était candidat LR. Je pense à Pierre Bédier, président du département, qui, avec Ensemble pour les Yvelines,
avait plutôt créé une plateforme de rassemblement. Donc on va discuter. En tout cas, même si les Yvelines c'est un peu particulier, puisqu'on est quand même sur un département de centre droit, où là c'est assez logique, il faut quand même regarder qu'ailleurs, je tiens à le signaler, majorité présidentielle plus les Républicains, ça ne fait pas nécessairement une victoire derrière. Absolument. Raphaël Mattadivino, justement, c'est intéressant parce que si on regarde la carte électorale comme ça, on voit la victoire du Rassemblement national dans les périphéries, voilà. Et puis victoire de la gauche plutôt dans les grandes villes. On regardait Paris tout à l'heure, où Manon Aubry, LFI, fait presque 17%. Dans une ville où le mètre carré est à plus de 10 000 €. Ça peut paraître très étonnant, non? Oui, alors je ne suis pas analyste de sociologie politique, mais c'est vrai qu'il y a une forte décorrélation entre Paris, les zones urbaines, et d'une part, et d'autre part, la province, on va dire. Moi, mon analyse, mais je ne suis pas spécialiste de l'analyse de sociologie politique, mon analyse, c'est que la sociologie urbaine n'est pas la même que, et c'est une évidence, hein, là j'enfonce une porte ouverte, mais n'est pas la même que la province ou que la ruralité. Je pense aussi que peut-être que les politiques menées par les communes, Paris, Lyon, Bordeaux, sont plus favorables à certaines catégories de population. Je pense notamment au logement social. Je pense que ça peut aussi générer un électorat plutôt favorable à la gauche ou à LFI. J'en sais rien. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que en province, j'ai l'impression, mais là encore, je ne suis pas spécialiste, en province, j'ai l'impression quand même que la population se sent un peu délaissée par le personnel politique. Et il n'y a pas forcément... Alors, je ne suis pas dans le cadre, si on vote RN, on est facho, on est raciste, je ne suis pas dans ce cas-là, mais je pense qu'il y a une désapprobation assez profonde de la politique menée. Je pense que les promesses tenues par les politiques, quels que soient les partis politiques, ne sont pas tenues, et qu'il y a un sentiment d'abandon. Et donc, d'une certaine manière... On l'avait vu avec les Gilets jaunes. Et donc, ce sentiment-là se manifeste par un profond rejet du personnel politique en place. Et je pense qu'il y a une vision totalement différente. Totalement. Elias ? Mais je pense aussi que ces résultats montrent qu'est-ce que le populisme. C'est-à-dire l'opposition que font certains partis entre la France d'en haut et la France d'en bas, entre la province et les outre-mer et les grandes métropoles, entre la France des gilets jaunes, des ronds-points et la France des élites. Donc c'est cette opposition, vouloir diviser le peuple afin de se dire son défenseur. Donc ça dit beaucoup de la situation également nationale, notre situation en France. Donc c'est des élections européennes qui finalement se sont imposées par la force des choses. Même si les partis populistes sont très forts dans tous les pays d'Europe, mais on va dire que c'est un mouvement... C'est pas une spécificité française. C'est un mouvement occidental. C'est un mouvement qu'on retrouve même outre-Atlantique, donc il n'y a rien de surprenant, mais je veux dire, ces élections européennes qui se sont imposées par la force des choses comme élections de mi-mandat, des mi-termes à la française. Absolument, c'est aussi traditionnellement un peu des élections sanctions. On pourrait expliquer la dissolution par cette position de mi-terme. Mais je nuancerais quand même quelque chose, parce qu'on le voit, on a quand même, si je prends les profils CSP+, et notamment les retraités qui sont revenus dans les bureaux de vote. Ils étaient là, ils ont fait la participation, évidemment. Qui votaient plutôt, si Macron. Je prends... Oui, mais alors avant Macron, qui votaient plutôt la droite traditionnelle, droite de gouvernement, qui ont voté Macron. Il y en a qui ont voté RN. Oui. Je veux dire, c'est pas il y a un déplacement à l'intérieur même de ces catégories-là. Absolument. Il ne faut pas penser qu'il y a eu de la dispersion des voix sur du Glucksmann, sur... Il n'y a pas que les jeunes et non diplômés, en gros. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est sur cet électorat-là, c'est-à-dire notre électorat de la majorité présidentielle qui s'est un petit peu effrité et qui, à mon sens, et là je rejoins, a voulu envoyer un message au président de la République en se saisissant des élections européennes. Mais je pense que ceux-là, nous devrions être en mesure de les récupérer pour les législatives. Mais là, il va falloir qu'on soit très bon sur le discours et qu'on ait évidemment un cap à affirmer. Mais attention, parce que je pense que les résultats de ces élections européennes ne vont pas se limiter uniquement avec le sentiment des élites et le sentiment des défavorisés, des déclassés. Il suffit de prendre des communes comme Villepreux, Fontenay-le-Fleury, Bois d'Arcy, Saint-Cyr. Il n'y a pas de sentiment de déclassement. On a quand même des populations
qui sont, je dirais pas aisés, mais en tout cas de la classe moyenne, il n'y a aucune raison objective sur ces territoires pour que ces électeurs basculent vers un vote frontiste. Donc, et pourtant, ils sont en tête. Ils sont en tête, et c'est du jamais vu. Même si c'est beaucoup moins que au plan national, mais ils sont en tête. C'est justement... L'électorat du Rassemblement national est extrêmement large maintenant. Oui, beaucoup plus large que... Oui, voilà, c'est plus des catégories sociales, absolument. C'est toutes les catégories sociales, c'est hommes-femmes, alors que les femmes votaient peu pour le Rassemblement national, Front National à l'époque. Bon, c'est toutes les catégories, c'est tous les âges. Donc, du coup, il y a une certaine... Pour cette élection, bien sûr. Il y a une certaine inquiétude pour les élections qui vont venir. Il y a une illustration de ça, Patrice, en un mot, c'est le vote reconquête. Parce qu'on se disait, attention, dans le département des Yvelines... Dans les Yvelines, oui, ça peut marcher. On savait que ça pouvait... Et on disait ça peut marcher d'ailleurs aux présidentielles. Hein. Et de façon très schématique, on disait... Reconquête, c'est Zemmour et voilà, Maréchal. Hein. On disait de façon un peu pour généraliser que la ruralité yvelinoise du nord du département allait plutôt voter RN, et que la ruralité ou la droite un peu plus traditionnelle, catholique, Versailles, qui n'a pas de problème de pouvoir d'achat, pour faire simple, allait voter Reconquête, et ben finalement, même cet électorat-là est allé au RN. Un petit peu chez Bellamy. Reconquête fait 6,5, je crois, à peu près dans les Yvelines. Il n'y a pas eu d'effet Reconquête dans les Yvelines. Beaucoup plus alors qu'il y avait un effet Zemmour quand même aux dernières présidentielles. Au présidentiel, absolument. Justement, sur ce vote RN, alors, il y a deux choses. Il y a ce que disait Elias tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a ce sentiment, on les a pas essayés, c'est les seuls qu'on n'a pas essayé, qui peut jouer, parce que on peut pas dire que la campagne de Bardella sur le fond dans les européennes soit quand même merveilleuse. Hein, c'était même un peu catastrophique. Il y a ça, et puis il y a... Alors j'y reviens quand même parce que c'est plus un sujet, et tout le monde dit mais il faut pas... Mais la banalisation quand même qu'a voulu Marine Le Pen par rapport au mouvement de Jean-Marie Le Pen et au Front National, et qui est très acté même dans les médias. Enfin, on entend beaucoup, mais non, c'est pas l'extrême droite, mais non, ils sont pas racistes, etc. Mais non, voilà, ils viennent pas de là. Ça a marché quand même. Tout le monde connaît Jeff Panaclock et sa marionnette. Oui. C'est pareil. vous avez Marine Le Pen et puis vous avez la marionnette qui était Bardella. Et ça a très bien fonctionné pour les européennes, à tel point d'ailleurs que dit le Rassemblement national aujourd'hui, c'est que nous sommes prêts à gouverner. Mais Marine Le Pen, dans le même temps, dit il est hors des questions que j'accepte Matignon. Donc elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va miser plutôt sur 2027. Et si le RN remportait ses législatives, ou en tout cas était en mesure d'imposer une cohabitation, ou de jouer un rôle majeur dans la recomposition du Parlement à l'Assemblée nationale, on sent bien que c'est Bardella qui ira prendre les coups. Il va prendre les coups, et voilà. Avec est-ce qu'il a la capacité d'être Premier ministre? C'est aussi une question que peuvent se poser les électeurs. Ça rappelle un peu Chirac-Balladur, hein, cela dit. Il faut faire attention au Premier ministre. Mais juste là-dessus, ça veut dire qu'on aurait quand même un candidat qui a fait campagne pour les élections européennes. Oui, qui ne va pas. Qui n'irait pas à l'Europe pour aller jouer les rôles éventuellement de potentiel hypothétique Premier ministre. Je trouve que ça en dit long, en tout cas, sur la conception du Rassemblement national et le respect des scrutins. Mais le fait que Bardella soit prévu comme Premier ministre peut peut-être aussi freiner le vote Rassemblement national. On se dit, bon, comme député européen... il est populaire, hein? Oui, mais comme député européen, ça va, mais malgré tout, on ne le voit pas tellement comme Premier ministre. Ah oui, d'accord. Toute sa campagne, c'était quand même un peu creux, hein, mais elle a joué sur sa personne, hein, sur TikTok, etc. Après, il est jeune, etc. Il y a aussi des côtés que les gens peuvent considérer comme positifs. Enfin. Oui, sûrement, mais il y a tout de même le manque d'expérience. Oui, le manque d'expérience ou de compétences. Enfin. Et de compétences, d'ailleurs. Raphaël ? Non, peut-être sur la banalisation, oui. Oui, hier, je me suis dit suite au résultat, je me suis dit qu'il a fait une campagne de rentier. C'est-à-dire qu'il a quasiment rien fait. Sur le fond, rien. Il a été très taiseux, finalement, par rapport à d'autres partis qui ont été assez virulents et véhéments, on va dire, sans les nommer. Même programme, rien, et il a engrangé. Bilan. Oui. Et même avec des erreurs factuelles, sur le fonctionnement même du Parlement européen, une absence à Strasbourg. Que 6 rapports pendant 5 mois, 5 années de mandat. C'est ça. Ce qui est très 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 peu. C'est peut-être justement parce que on peut parler peut-être donc il n'y a pas de rationalité, je veux dire, dans ce vote-là. Enfin, il y a
a priori. Oui, ce que je voulais dire, c'est que pour parler non pas peut-être du RN, mais du FN, on sentait bien que du temps du père Le Pen, il n'y avait pas cette volonté de gouverner. Enfin, au soir du premier tour. De Jean-Marie Le Pen, c'était il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres, en gros. C'est-à-dire, je préfère me mettre dans un petit parti que de faire d'alliances. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont voulu faire des alliances, il les a exclus. Mais c'est dans l'ADN. Maigret en premier. Voilà, mais c'est dans l'ADN. Donc je pense que là où ils sont très forts, c'est pour le chaos, c'est pour exprimer la colère, pour être le relais de la colère. Mais même s'ils sont désormais, le Rassemblement national est entouré de compétences, parce que certains conseils, et même notamment sur l'économie, parce que c'était nécessaire, quand même. Mais donc ils ne disent plus sortie de l'Europe, etc. Il y a certainement une amélioration, mais il n'est pas sûr qu'ils soient en mesure, qu'ils aient et la volonté et la capacité pleine et entière de gouverner. Enfin, se rendent-ils vraiment compte de l'état dans lequel est le pays et des difficultés à réformer. Et en plus, la confiance, parce que le souci, c'est que là, on a un exécutif qui a une confiance, une crédibilité qui n'est quand même pas extraordinaire. Il y a plus de mécontents que de satisfaits. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moment, que ce fût le meilleur moment pour dissoudre. Et là, quand bien même le Rassemblement national, je n'arrive pas à y croire, mais aurait une majorité, je ne suis pas sûr qu'il puisse gouverner. Ce serait le chaos. J'imagine la rue. Je n'arrive pas à visualiser. Oui, juste pour rebondir sur ce que dit Véronique, c'est que, alors, mis à part le personnel politique du Rassemblement national, les têtes d'affiche, depuis un certain nombre d'années, le RN s'est quand même fortement renforcé en conseillers, en experts. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des sondeurs, des énarques, des économistes, des hauts fonctionnaires. Et donc, ça ne fera pas un gouvernement, mais ça fera peut-être une armée de conseillers. Oui, c'est vrai que de ce point de vue-là, ils ont fait des progrès. Ils se sont professionnalisés, en fait. Ils sont professionnalisés. Ça va être un moment de vérité pour tout le monde. Absolument. Je crois que les gens sont face à leurs responsabilités. Les gens, les électeurs, mais les partis. Et les partis. Et les responsables politiques. On va voir effectivement du côté de la gauche les positions des uns et des autres dans les prochaines heures. Ça va être très important parce que ce sera pour moi l'équation. C'est intéressant ce que vous dites. Il faut aborder, il faut rappeler quand même une chose, c'est que la gauche, que va faire la gauche? Ça fait 6 mois que tous les partis de l'opposition appellent à la dissolution. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu les réactions au QG du PS hier, au moment où la dissolution est prononcée. C'est incroyable. Voilà, on appelle, le président de la République, mais les Français, il fait appel aux Français et on dit c'est un mépris. Il n'y a que les LR qui avaient commencé un petit peu à changer de position en se disant plus on se rapproche de l'élection présidentielle, moins la dissolution nous conviendrait et nous avantagerait, puisque ça voudrait dire qu'après ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas gouverner seuls, donc ils sont contraints à des accords. Non, là il va falloir que les lignes maintenant se clarifient. La gauche, quelle gauche ça va être? Est-ce que ça va être la gauche qu'on voit aujourd'hui dans l'hémicycle avec les drapeaux palestiniens qui sont brandis? Est-ce que ça convient aux électeurs de Glucksmann sur ces européennes? Du côté de la droite, est-ce qu'on va avoir plutôt une tendance modérée? Je pense notamment à nos amis de l'UDI qui ont quand même quitté l'alliance naturelle avec les LR qui nous ont rejoints et on discute ce matin et ils ont envie de poursuivre cette alliance pour les législatives. Ou est-ce qu'on va avoir une frange un peu plus comme Ciotti qui va l'emporter et qui, à mon sens, attention, parce que cette frange-là, elle est capable sur des seconds tours des élections législatives de nous surprendre. C'est-à-dire de voter RN. Bien sûr. Et d'ailleurs, alors, parce que vous disiez, Véronique, je n'imagine pas qu'ils aient la majorité absolue. Il est possible, même probable, que personne dans les élections le 7 juillet n'ait une majorité absolue aux législatives. Donc il faut faire des alliances dans ce cas-là. Est-ce que le RN est en capacité d'avoir des alliés? Alors il peut y avoir il peut y avoir un éclatement du LR, c'est ce que vous dites. Parce que Reconquête, ça ne suffira pas. En plus, on connaît les querelles d'ego entre les personnalités. Ils ne sont pas prêts de leur laisser Marion Maréchal. Il n'y a pas énormément de réserves du côté du Rassemblement national. Et moi, j'ai plutôt tendance à penser, comme ça a été dit, que le RN va être en perte de vitesse sur un certain nombre de composantes de l'électorat
qui ont envoyé pour le coup un message de contestation. Il y a de l'adhésion, hein, on va pas se mentir. Il y a un vote d'adhésion au RN, mais il y a aussi eu un vote contestataire dans une logique un peu de mi-terme. Et c'est ces électeurs-là, à mon sens, que nous pouvons, majorité présidentielle, récupérer. Je voyais des gens hier sur le parvis de la mairie qui discutaient, que je connais très bien. Ce sont des gens qui ont voté pour moi au municipal. Je suis modem, qui ont voté Macron à minima en 2017, en 2022, peut-être qu'ils ont fait un autre choix, et qui parlaient de justice, qui parlaient d'hôpitaux, qui parlaient d'éducation. Ils parlaient de ça, ils ne parlaient pas d'Europe. Hein. Donc je pense que c'était un message envoyé. Et c'est là où on va avoir, parce qu'on parle beaucoup des candidats des alliances, mais au bout d'un moment, il va falloir une vision, un cap politique et des programmes. Donc là, il va falloir que, pour la majorité présidentielle, ça va pas être très compliqué, parce qu'on habite à peu près tous dans la même maison, donc on va pouvoir s'entendre. Moi, j'attends de voir le programme qui va sortir de la gauche, et la gauche est unie. Est-ce que c'est le programme de la NUPES? Attention à ça aussi. Il va falloir voir le fond et ce qu'on propose. Oui, alors sur la gauche... Ça va être très intéressant à regarder. Oui. Donc tout le monde parle d'union. On voit déjà qu'il y a cette idée de Front populaire qui laisserait de côté les plus extrémistes de LFI et qui pourrait faire alliance avec les sociodémocrates, en gros. Moi, je vois assez bien que... Bon, Ruffin propose ça, notamment. LFI n'aurait pas... finalement, ne serait pas leader dans cette configuration. Donc ça ne leur plaît pas beaucoup. Moi, je vois plutôt... effectivement une alliance parti socialiste, écologiste, parti communiste et LFI qui se met en dehors avec l'avantage que pourrait retirer LFI de son propre point de vue, c'est de flanquer le bazar. Je dis, le score de Manon Aubry n'est pas si mauvais que ça. Si? Non, il est même très bon par rapport aux dernières élections européennes. Oui. C'est pas, je veux dire, ça ne s'effondre pas du tout. À ce qu'on aurait pu penser. Mais est-ce que cela... C'est l'écologiste qui s'effondre. Oui. C'est l'écologiste. Et je crois que l'électeur de gauche est assez près finalement à l'union de la gauche, en toute objectivité. Oui. Parce que 2019, on voit bien que c'est Yannick Jadot, finalement, c'est pas parce qu'il est écologiste qu'il l'emporte, c'est parce que c'est le mieux placé du spectre des candidats de la gauche. 2022, on a Mélenchon qui l'emporte. Et donc là, on voit que c'était plutôt Glucksmann avec un peu Aubry. Mais alors, à cela s'ajoute, et moi, avec mes convictions, et je pense que c'est partagé, c'est assez inquiétant, c'est quand même que le recul aussi, depuis un certain nombre de mois, voire même depuis un an, des thématiques écologiques, environnementales et climatiques, se fait vraiment sentir auprès de l'opinion publique. Vous avez travaillé sur ce sujet. Bien sûr, mais on est de moins en moins audible. Donc là, je pense que c'est un enjeu parce que quand on regarde les derniers sondages, presque un rejet. Les enquêtes qui ont été faites quand même auprès des Français sur leurs attentes, il y a le pouvoir d'achat, mais la transition écologique n'est pas non plus trop distancée. Donc c'est un corps prégnant et il ne faudra pas abandonner ce sujet-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Français considèrent que c'est plus les Verts qui le portent. Absolument. Oui, il y a un autre thème qui n'a pas du tout été abordé dans la campagne, un petit peu par Glucksmann et un petit peu par le candidat communiste, c'est la question de l'égalité femmes-hommes. Ça a été complètement mis à la trappe, alors même que si le Rassemblement national est majoritaire, eh ben on sait que ça sera très très défavorable aux femmes, par exemple. Absolument, c'est vrai. Mais dans les législatives, le vote, il est à la fois national et local. Absolument. Donc on ne peut pas les envisager avec la même perspective que celle qu'on vient d'avoir pour les européennes. Oui, il y a le poids d'abord des sortants. Enfin, voilà. Et puis ça joue beaucoup quand même. Mais il y a aussi un fort ancrage local qui peut... oui, l'ancrage local, absolument. Mais le national peut être le game changer. C'est-à-dire que la popularité ou non du président, pour le camp du président, peut avoir une conséquence. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très important dans les européennes qui viennent de s'achever, c'est le cadre qu'on a mis à ces élections et qui a été le cadre du RN. C'est-à-dire que c'était les leitmotifs de Jordan Bardella et de la liste RN, c'est-à-dire un vote sanction, référendum un référendum pour ou contre la politique d'Emmanuel Macron. Donc le cadre qui en fait s'est présidentialisé, on a des élections qui aujourd'hui sont à l'échelle nationale, contrairement au dernier scrutin européen. Donc c'est-à-dire qu'on a une présidentialisation de ces élections européennes. On est avant 2027. Le président de la République ne pourra pas se représenter. Donc c'est
je ne sais pas si c'est un miroir de ce que pourrait être 2027 dans 3 ans, mais voilà, on a un cadre en tout cas qui s'y prête. La régionalisation du scrutin auparavant limitait un peu cet effet oui, il y a eu impact national, effectivement, puisqu'on avait des listes, des circonscriptions régionales pour les élections européennes. Et c'est vrai que là, forcément, on a tendance à nationaliser davantage. Il y avait ce que vous disiez, Véronique, aussi, et peut-être que, enfin, dans le calcul qui peut être celui du président de la République, c'est de, vous disiez, on n'a jamais essayé le Rassemblement national. Si jamais il arrive au pouvoir, il y a peut-être l'idée, il y a encore 3 ans avant le 2027, d'une impopularité qui les gagnerait et qui remettrait en piste un candidat candidat ou centriste, enfin, ou macroniste pour la prochaine présidentielle. Enfin, c'est la politique du pire. Mais là, on joue vraiment avec le enfin, c'est un jeu, oui, c'est un jeu dangereux, mais après tout, regardez, les cohabitations n'ont jamais été favorables au Premier ministre en place. C'est vrai. Lionel Jospin en particulier. Jospin ou même Chirac. Balladur. Ou Balladur, oui. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a cette loi, entre guillemets, politique. Hein, on pourra rejeter la faute sur Macron et sa dissolution si véritablement le Premier ministre calcul. Mais là, il reste très mauvais. Là, c'est plus son bilan. C'est d'ailleurs pourquoi Marine Le Pen ne veut pas aller à Matignon. Préserver de cette impopularité-là. Mais avant de parler du RN à Matignon, il faut quand même qu'il gagne les législatives. Absolument. On y est pas. Il va y avoir un combat politique avant, quand même. C'est ce que je disais tout à l'heure. D'abord, on peut imaginer qu'ils n'auront pas la majorité absolue et qu'après, il faut des alliances. Avec qui ils sont capables de faire des alliances? Ça a toujours été un des problèmes du Front National et du Rassemblement National. C'est-à-dire que, voilà, ils sont tout seuls. Il faudrait quand même qu'ils passent de 80 circonscriptions à plus de 220, quelque chose comme ça. Cela dit, avec 30%, on peut gagner des législatives, non? On peut avoir une majorité absolue, non? Avec 30% dans l'hémicycle, vous voulez dire? Non, 30% de suffrage, non? Ça suffit pas? Ah non, ça passe pas. Non, ça passe pas. 33, il me semblait que les socialistes avaient gagné avec 33%. Mais on ne peut pas répliquer le score des européennes sur les législatives. Oui, non, absolument. Là, ça peut pas être mis dans la même configuration. La colère était vraiment prégnante. Et je pense qu'il y a quand même une partie des électeurs qui vont peut-être avoir un temps pour réfléchir, un temps court, mais pour réaliser ce qu'ils viennent de faire. Parce que finalement, c'est aussi mettre les électeurs devant leurs responsabilités à partir du moment où le président dit bon, je vous ai entendu, compris, on ne sait pas. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on se comprend difficilement. Il est gaulien, mais il ne dit pas je vous ai compris encore. On sent, mais je vous ai entendu. Je serais tenté de le faire. Mais maintenant, je vous permets de choisir à nouveau et de dire clairement les choses. C'est aussi une façon de responsabiliser l'électeur, de lui faire prendre conscience de ce qu'est un vote. Un vote, c'est pas comme ça. Donc c'est quelque chose de sérieux. Oui, ce qui est intéressant de ce qu'on voit à partir depuis hier soir, c'est que, et ça tous les constitutionnalistes sont ravis de cette séquence politique, c'est que c'est la fin, en tout cas a priori, c'est la fin de la réforme du quinquennat de 2000, puisqu'il y avait une corrélation entre présidentielle et législative. Là maintenant, on retourne, si vous voulez, à l'esprit même de la Ve République, avec un temps plus court, mais avec une potentielle cohabitation. Sachant qu'il y a quand même une très forte chance pour que le président ou la présidente élue en 2027 pour recaler le calendrier. Comme Mitterrand avait fait en 88 et 86. Mais c'est vrai que cette coïncidence entre les deux pose d'ailleurs des problèmes démocratiques. En fait, depuis 2022, c'est un beau laboratoire pour les analystes politiques et constitutionnalistes. Donc voilà. Un mot sur, vous en parliez tout à l'heure, Jean-Baptiste, sur le LR, c'est intéressant. Ils sont à 7,2% au national, je crois. Ouais, ils sont à peu près à 10, je crois, sur les Yvelines. Sur les Yvelines, c'est normal. 10 ou 11. On a les résultats des Yvelines là, qui s'affichent. Voilà. Ça va être autour de 10 11%, je crois. Bon, c'est pas beaucoup. Je veux dire, c'est le grand parti des Yvelines, si je peux dire, traditionnellement, enfin, qui a les villes, qui a eu pendant longtemps les députés, c'est plus le cas aujourd'hui. Mais 11%, c'est quand même faible. 7,2, c'est quand même très faible. On est un peu au-dessus des 5%, mais enfin, c'est quand même un parti qui a gouverné la France pendant des années. Oui, alors, et puis il y a l'effet
François-Xavier Bellamy, tête de liste aussi. Je veux dire, ça lui permet à la fois de faire d'excellents scores sur le territoire de son élection, là où il a été notamment maire adjoint aussi à Versailles. Donc à Versailles, il sort en tête, ce qui est quand même une surprise. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il sorte. Il est en tête à Versailles, il est en tête au Chesnay. Bon, c'est assez intéressant à regarder. Néanmoins, l'électorat très conservateur. Exactement. Mais néanmoins, il est concurrencé par des candidats, certes comme Jordan Bardella, mais comme aussi Marion Maréchal. Il est quand même sur une frange assez droitière des Républicains, avec un électorat très traditionnel, très marqué catholique et aussi. Donc je pense que beaucoup de collègues aussi, moi j'en ai échangé avec des maires, ne se retrouvaient pas nécessairement dans l'incarnation des LR pour ces élections européennes et dans le discours. Et donc certains n'ont pas porté en tout cas leur choix sur Bellamy. Mais il y a quand même une énigme dans les stratégies du LR, c'est-à-dire que depuis qu'ils ont choisi cette stratégie-là, Fillon a perdu la présidentielle, Valérie Pécresse n'a pas atteint les 5%, ils sont à 7,2%. Rappelez-vous de Laurent Wauquiez aux dernières européennes. Oui. Parce qu'on le mentionne plus. Mais Laurent Wauquiez aux dernières européennes quitte partiellement, en tout cas se met en retrait de la vie politique, après sa défaite, puisque Bardella était devant, était en tête aussi. Et là ils sont à 7,2%. Il n'y a pas eu d'enseignement, je crois que c'est le grand enseignement en tout cas la conclusion pour les Républicains, mais je dirais depuis 2019, c'est que la grande famille de la droite de gouvernement n'a pas fait son travail, je dirais, d'inventaire, de bilan, et n'a pas fait l'effort de redéfinir une ligne politique claire. C'est intellectuellement assez incompréhensible de continuer dans une stratégie qui les entraîne à chaque fois à la perte. Quand vous prenez le programme sur l'immigration, c'est le copier-coller du Rassemblement national. Pourquoi les gens iraient voter LR s'ils sont contre l'immigration? Vous avez un indiscret, je ne sais plus dans quel quotidien ou hebdo, du président du groupe LR, Marlex, à l'Assemblée nationale, qui dit « J'ai autant de lignes politiques que j'ai de députés dans le groupe ». Ah oui, c'est ça. Et en même temps, ils sont complètement coincés. Ils sont coincés. Alors c'est vrai qu'ils ont raté, à mon avis, 2022. C'est-à-dire qu'en 2022, ils avaient une voie royale pour négocier avec la majorité présidentielle. Ils pouvaient avoir des ministres, peut-être un Premier ministre, peut-être imposer un certain nombre de points de leur programme à la majorité. Ils ne l'ont pas fait. Et il reste... fait majeur, c'est le projet de loi immigration. Oui. Je pense que la rupture sur ce qui pouvait être une alliance qu'on aurait pu souhaiter, un certain nombre d'entre nous dans la majorité présidentielle, entre la majorité présidentielle et les LR, c'est la sensation, c'est comme ça qu'ils l'ont vécu, je ne dis pas que c'est comme ça que ça s'est passé, mais c'est comme ça qu'ils l'ont vécu, un petit peu d'humiliation. Ça te fait avoir ? Oui, avec, vous savez, la censure au Conseil constitutionnel, sur le projet de loi. Avec la remise en cause d'ailleurs du Conseil constitutionnel. Et effectivement, et c'était un texte qui était beaucoup plus dur, avec, vous le savez, des dispositions qui passeraient pas, mais eux y ont cru, et je pense que si le texte était passé tel quel avec leurs amendements, une base, en tout cas, à plus saine de discussion et d'échange aurait pu se tenir. Mais en discutant encore avec des LR du département, qui sont plutôt cette frange assez traditionnelle de la droite, je sais qu'ils l'ont encore là, comme on dit. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est pas un épisode, passé, en tout cas, des dernières années, des derniers mois, qui a été assez douloureux pour la famille des Républicains. Mais vous comprenez cette stratégie de la part des LR? Ce qui est sûr, c'est que c'était un scrutin existentiel pour les LR. Et pour le PS, et pour la gauche démocratique. Oui, pour les anciens partis de gouvernement. Oui. Plutôt la gauche qui l'a gagné. Raphaël Glucksmann a réussi son pari, a réussi à montrer que la gauche ne se limitait pas à la LFI, à l'extrême gauche. Et donc, c'est un succès de passer de 2% à la présidentielle à 14-15 aux européennes. Il ne faut pas oublier que c'est aussi des élections européennes et qu'il y a quand même un soutien assez majoritaire en France à l'Europe et qu'au fond, les deux listes pro-européennes, c'était Hayet et Glucksmann. Oui, alors, bien sûr. Dans le discours de Glucksmann. Parce que quand on regarde après qui sont ses alliés et avec qui il souhaitait composer, enfin quand on regarde effectivement la cohérence de ses votes par rapport à la position du groupe des sociodémocrates à l'Europe, c'est quand même assez différent. Peut-être un mot
À moins que vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus, non, sur la situation générale. Alors après, donc, il va y avoir ces élections législatives. Je crois que personne n'est capable de dire ce que sera la France du 7 juillet aujourd'hui. Sur les LR, quand même, oui. Le pari n'a pas marché pour ces élections. C'était l'élection de mort. 7%, il y a une progression très légère, mais 7%... je pense que c'était une déception. Progression par rapport à la présidentielle. La présidentielle, mais baisse par rapport à 2017, 2019, je veux dire. Non, je crois qu'ils étaient au contraire ravis de passer le cap des 5%. Oui, en voyant c'est un peu l'impression qu'on a eu. C'est quand même le parti qui a gouverné la France. Non, mais bien sûr. Voilà, bien sûr. On garde cette ligne de baisse. Le cap, c'est de faire 5%. Mais c'était un peu, mais le discours de Bellamy avant le scrutin était de dire ce sera une victoire. De toute façon, le PPE a gagné des points. Donc la droite, et je suis du groupe qui a gagné des points. On va évoquer rapidement la situation en Europe. Un mot quand même sur les Yvelines. Le Rassemblement national est en tête, mais évidemment beaucoup moins fort. C'est quand même une première. Mais c'est quand même une première. Il y a plus de 20%. Ouais, c'est intéressant à regarder, sachant que sur des communes où le RN historiquement n'a jamais fait de gros score, ce que je disais tout à l'heure, pas uniquement les communes rurales, on était un peu habitués depuis maintenant. Oui, il y a une partie depuis deux scrutins, on savait qu'il y avait voilà, je pense au nord du département, dans le Montois. Dans la 9e, dans la 8e, même un petit peu aussi dans la 7e, puisque ça se concurrence avec LFI parfois. Mais une vraie surprise sur un peu l'axe de Seine, au centre Yvelines, quoi. Oui, ce que vous dites, c'est ça. Même dans des villes comme la vôtre, voilà, ils sont... Et c'est là où moi je pense que on a des électeurs qui votaient Macron en 2017, qui progressivement se sont détachés, et qui, là, pour envoyer un message sur ces européennes, ont voté Bardella. J'en suis persuadé. Je pense qu'on n'explique pas uniquement une baisse de participation de l'électorat de la majorité et une surmobilisation de l'électorat RN qui ne voterait pas. Parce que je les vois, l'avantage quand on est sur le terrain avec des populations entre 10 000 et 15 000, au final on finit un peu à croiser tout le monde, on ne sait pas comment ils votent, mais on voit comment ils se positionnent un peu sur leurs opinions quand on discute avec eux. Et donc je pense que sur ces élections européennes, il y a eu cette volonté, en dépit des gestions municipales, en dépit évidemment aussi de la politique nationale, mais quand même d'envoyer un message fort en se saisissant du premier scrutin qui arrivait, c'est-à-dire l'élection européenne. On aurait eu hier des élections régionales, ou des élections départementales peut-être un peu moins, parce qu'il y a l'aspect très local du scrutin. On aurait eu... Bardella serait présenté en Ile-de-France, il arrivait devant. Mais il y a aussi le critère parmi les critères, parmi il y a le pouvoir d'achat, mais aussi l'insécurité et l'immigration. Absolument. Et donc, ça, c'est aussi l'élément qui a, avec le contexte des JO où on parle beaucoup de sécurité, etc., je pense que ça a donné encore plus de réalité à la peur, parce que, et quand le président de la République dit l'Europe est menacée, l'Europe va mourir, et qu'on est dans cette ambiance où on instrumentalise un peu la peur. C'est le terrain de jeu du RN, donc les électeurs sont dans cette logique un peu de dire, mais finalement, oui, les craintes sont là. Ça va être notre enjeu. Il faut qu'on puisse il faut rassurer, parce qu'il y a une perte de confiance. Le problème, c'est que la perte de confiance, on la mesure dans la popularité, et on voit bien que là, il y a quand même un déficit de popularité, un déficit de crédibilité, et le problème, c'est qu'il y a ce paradoxe de la crédibilité, c'est lorsqu'on a le plus besoin qu'on n'arrive pas à récupérer cette confiance, et lorsqu'on a de la popularité, on n'a pas besoin de l'utiliser, puisqu'on peut faire les réformes, parce que toutes les réformes qui n'ont pas abouti, c'est parce qu'il n'y avait pas ce socle suffisant de crédibilité, de popularité, parce qu'il n'y a pas la confiance, et la confiance, elle se gagne en gouttes, elle se perd en litres, et là, de mon point de vue, l'enjeu ici, c'est de rétablir le... Il y a aussi un philosophe qui montrait ça assez bien, je trouve, une sorte de fatigue démocratique qui est forte dans les pays développés, et qui fait que ce qui était des problèmes
collectif, enfin une aventure collective. La démocratie sont devenus des problèmes. Au fond, le bonheur n'est plus collectif, le bonheur est privé. Ce qui importe aux gens, c'est le bonheur privé. Et qu'est-ce qui fait en gros le bonheur? C'est avoir un peu plus d'argent et puis être un peu moins emmerdé par la sécurité. Donc, on revient au thème du Rassemblement national, c'est-à-dire non à l'immigration. Et puis on baisse les impôts. Enfin, après, leur programme est absolument contradictoire. Mais fatigue démocratique, je pense que c'est une réalité. C'est une réalité, je crois, très forte. Tous les Français le disent et nos concitoyens nous en parlent. Il faut quand même dire que la solution de la dissolution, en tout cas l'option de la dissolution, même si je suis d'accord avec vous, je pense que, en tout cas en haut lieu, elle a été préparée. Et ça n'a pas été. C'est pas hier soir à 20h. Néanmoins, des retours que nous avons, le référendum a aussi été évoqué. Oui. Et même jusqu'à hier soir, très tard, on entendait parler potentiellement d'un scrutin des législatives couplé à un référendum. Vous savez, nous, au Modem, on porte notamment l'idée d'un référendum sur la réforme des institutions. Moi, je crois que ça va être le bon moment de le faire. Alors, ça peut être un élément programmatique majeur dans le cadre de ces élections législatives, et je le souhaite. Mais là, on voit bien qu'avec la crise de la confiance et de représentativité, c'est le moment ou jamais d'engager ce sujet-là et de le mettre sur la table et de solliciter les Français sur des questions qui méritent d'être tranchées et finalement prenons la proportionnelle, promesse de 2017, promesse de 2022, oui, qui jamais toujours pas mise en œuvre. Jamais mise en œuvre. Là, ce sera pas possible. Et là, pour le coup, ce sera pas pour ce scrutin, mais ça peut être une des lois à voter entre les législatives, en tout cas la nouvelle assemblée post-juillet, 7 juillet, et la prochaine présidentielle. Ça, c'est quelque chose qui peut être totalement. Ce qui est intéressant, c'est que les Français anticipe généralement ces réformes, c'est-à-dire qu'au fond, le vote des législatives de 2022, c'est un peu un vote à la proportionnelle, presque. Dans les résultats. Dans les résultats, en tout cas. Je pense qu'on est une fatigue démocratique, peut-être, mais je pense qu'on est beaucoup plus sur une fatigue de la démocratie représentative. C'est-à-dire, c'est la défiance envers nos représentants qui gagnent du terrain. Je pense que les Français ont soif de démocratie, ont envie de s'exprimer, et en fait, cette dissolution va dans ce sens. On donne la parole aux Français. Oui. C'est vraiment. La participation montre qu'ils ont eu. Et la participation en hausse par rapport à 2019, par rapport à 2014 et 2009. C'est vrai que je parle sous votre contrôle, Raphaël et Véronique, mais c'est vrai que les présidents jusqu'à présent, enfin les gouvernants jusqu'à présent, ont eu très peur de faire appel au peuple. Je veux dire, le référendum n'est plus utilisé depuis très longtemps. Depuis 2005, voilà, plus personne n'ose l'utiliser. Non, mais oui, mais là, il y a quand même, en effet, je veux dire, Macron dissout, mais enfin, c'est un risque très fort, même pour lui. Je veux dire, c'est pas une dissolution de confort comme il y a pu y en avoir, ou une dissolution de début de mandat. C'est important quand même dans cette atmosphère de fatigue démocratique, en effet, de redonner à un moment d'un mandat la parole au peuple, non? Oui, absolument. Ce qu'il faut noter, on est en train de parler de la France, il faut voir ce qui s'est passé en Allemagne. Oui. Scholz, il n'a pas démissionné. Il n'a pas démissionné, il n'a pas appelé de l'RD est deuxième. Voilà. Donc, en Belgique, je crois qu'il y a eu une démission de gouvernement. Peut-être, oui. Je vais regarder. Oui, Scholz est très très mal en point en Allemagne. Il faut voir que dans tous les pays de l'Union européenne, ça bouge. L'Autriche qui a finalement... L'Autriche, l'extrême droite. Voilà, alors ils ont l'habitude en Autriche. Enfin, ils ont un peu plus... Donc ils ne sont pas encore usés, pas encore fatigués, mais ça viendra. Mais il y a peut-être aussi... En revanche, les Pays-Bas... Mais les Pays-Bas, c'est le phénomène contraire, c'est très intéressant. Après la victoire du PVV, donc de M. Wilders, on aurait pu s'attendre à ce que... Est-ce que ça soit confirmé ? Ça continue, et non. Mais il y a souvent, alors, on verra comment ça se passe, mais c'est vrai que souvent, on l'a vu en Pologne, notamment, enfin, quand les partis populistes sont au pouvoir, ils sont sanctionnés dès qu'il y a des élections. Regardez dans les pays scandinaves, regardez au Portugal, après des législatives au Portugal où quand même l'extrême droite avait fait une percée, les socialistes en tout cas sont de retour. Donc, Mais les images qu'on a eues hier au Touquet du président qui allait voter, en fait, on parlait, et vous le disiez Véronique, de la préméditation de cette dissolution. Je pense que en fait, les images qu'on a eues hier, elles vont dans ce sens. En ce sens, on a vu un président quasi en campagne, serrant toutes les mains. Bon, c'est un territoire qui est acquis à la majorité présidentielle, mais serrant toutes les mains, souriant, passant il est très souriant, de temps. Il a voté, très décontracté. Ça, il a voté vers les 13h, 14h, donc bien plus tard que d'habitude. Donc je pense que ces images-là vont dans ce sens. Il a voulu peut-être nous préparer à la campagne qui s'annonce.
On verra bien. Alors un mot peut-être, parce que c'était quand même des élections européennes, sur les grandes tendances en Europe. Alors il y a, on l'a vu, la montée des extrêmes, la montée des populismes, pour faire court, mais qui sont divisés. En deux groupes. Et a priori, alors, c'est vrai qu'il y a aussi dans les non-inscrits, genre Orban, etc., qui peuvent... Ils peuvent faire un groupe aussi, ils vont peut-être faire un... Ouais. Mais il y a une montée du CRE, avec, je crois, 71 députés et Identité et Démocratie, le groupe de Le Pen avec 60, un peu plus de 62, mais la gauche... Oui, vous avez raison, c'est important, par exemple, pour illustrer que Marion Maréchal et Bardella ne siégeront pas dans les mêmes groupes. Non, absolument. Marion Maréchal siégeant avec Meloni, avec la première ministre italienne, enfin le groupe de la première ministre italienne. Et Jordan Bardella avec la Ligue, avec le PVV. Voilà. Alors il y a la RD qui est un peu mis... Alors l'AFD est exclu, oui. L'AFD qui est un peu mis en dehors... à cause de son actualité. Oui, mais qui sont deuxième quand même en Allemagne. Et là aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a pensé que l'Allemagne, notamment, enfin, compte tenu de son histoire, c'est vrai que l'extrême droite a été longtemps très faible. Et là, la barrière saute, quoi. Enfin, si on lit nos deux sujets, c'est-à-dire les résultats en France pour ces élections européennes et finalement la composition du nouveau Parlement européen, c'est pour ça que je dis il y a un vote d'adhésion RN, certes, mais il y a un vote contestataire, puisqu'on voit bien que l'impact n'était pas de nature sur les seuls résultats de la France à changer la composition du Parlement européen. D'ailleurs, on voit bien qu'au global, le PPE a gagné quand même un certain nombre. Alors, le 17 exactement. Voilà. Le PPE, si on fait une alliance PPE Renew, le centre, même si le centre est un peu en baisse, pardon ? Il perd 20 sièges. Oui, je crois qu'ils ont 82 sièges, le PPE 180, enfin, ils ont une majorité. La coalition peut faire 55 si on ajoute. Si on fait la même coalition que la sortante, c'est-à-dire avec le PS, le centre, la droite, le PPE. Voilà, on a 55%. Pardon ? C'est cette grande coalition européenne donc, qui unit les sociodémocrates, le PPE, enfin Renew et le PPE. Les sociodémocrates et le PPE, ça a été le cas, mais c'est eux qui votent à peu près. Depuis. Et aujourd'hui, il y a une grande question qui va se poser au Parlement, c'est-à-dire ces élections, elles ont un grand enjeu sur la Commission européenne, qui va succéder ou non à Ursula von der Leyen. Pourquoi ? Parce que Ursula von der Leyen a tendu la main tout de même à Meloni, à l'ECR, ce qui fait qu'elle est très 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 contestée par les sociodémocrates et par même le PPE. Et par une partie, par exemple les LR qui font partie du PPE sont anti-von der Leyen. Il ne faut pas avoir une extrême droite il va y avoir unie. Un sujet qui va être assez important pour nous, c'est le choix du commissaire européen. Thierry Breton. Et regardons quelle sera son étiquette politique. Alors je ne sais pas à quel moment intervient la nomination des commissaires européens. Est-ce que ça se fait avant les législatives ou pas ? Il faut que le Parlement soit élu, siégé, qu'il approuve la nomination, la présentation, la proposition pour la commission. La présidente. Ce ne sera pas fait avant nos législatives. Et ensuite, il y a les commissaires. C'est la question. Non, mais c'est pas possible. Enfin, je pense que ça sera après. Donc on pourrait avoir aussi le choix d'un commissaire européen qui soit un petit peu aussi décidé en fonction du résultat des législatives françaises. Alors, cela dit, Thierry Breton peut être renouvelé, non ? Oui, il peut l'être. Il a fait un très très bon travail. Il pourrait être peut-être même candidat à la présidence de la Commission, pourquoi pas ? On verra. Mais je pense ce qu'on va devoir surveiller avec ce centre de gravité qui va plutôt à droite. Alors, faut pas imaginer une extrême droite unie, parce qu'en effet, le CR et ID ont de très forts désaccords, notamment sur la question ukrainienne. Madame Meloni, qui est tête de liste de Fratelli d'Italia pour les européennes, a une position très atlantiste sur la question ukrainienne, et puis également des désaccords économiques entre des partis plutôt socialistes économiquement et très libéraux pour le CR. Donc ce qu'on va devoir surveiller, ça va être l'Ukraine, la question de l'aide à l'Ukraine, la question de l'écologie sur le pacte vert. Est-ce que eux qui ont critiqué le pacte vert tout le long de la campagne, est-ce qu'on va se diriger vers un affaiblissement de la politique environnementale européenne, notamment pour l'après 2030 ? Et enfin, la question de la construction européenne, est-ce qu'on va se diriger, est-ce que nous, l'Europe, nous voulons plus d'Europe ou plus d'Europe ou moins d'Europe ? Est-ce qu'on va continuer à se fracturer dans un monde qui se structure sur
bipolarisme Chine, États-Unis, où est-ce qu'on va disparaître, on va se livrer à qui? Donc c'est cette question de l'avenir européen qui va se poser. Et pourtant, l'international n'a pas eu l'écho espéré mais pour les législatives, la question de l'Ukraine et du soutien à l'Ukraine va être assez fondamentale. Parce que on voit quand même que les liens tout de même du RN avec la Russie, avec Poutine, sont quand même, il y a quand même un appel d'air assez fort, quoi. Comme dit Raphaël, est-ce qu'on pourrait te dire pour conclure, c'est un peu le bordel, mais c'est passionnant. C'est exactement ça. Bravo Patrice. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et oui. Non, c'est d'accord avec cette conclusion. Mais il ne faut pas s'en satisfaire. Non. Parce que l'heure est tout de même grave. Non, quand je dis c'est l'incertitude, allez. C'est l'incertitude. Mais c'est une lumière ne jaillit pas du chaos. Mais c'est une période politique passionnante. Elle peut. Généralement. Mais c'est vrai que là, il faut bien avoir à l'esprit, et c'est le message qu'il faut, je pense, envoyer à tous les électeurs, que ces législatives, là, il n'est pas question d'envoyer un message. Il est question de décider qui on veut à la tête du pays pour, à minima, en tout cas, les 2 prochaines années. Mais est-ce que on disait que les... Parce qu'il faut rappeler, c'est vrai, on l'a peut-être pas dit, mais la dissolution n'est pas possible pendant 1 an. On disait que les Européennes étaient une sorte de référendum pro ou anti-Macron. Est-ce que législative, c'est pas un référendum pro ou anti-RN, d'une certaine façon? C'est l'arc républicain à ce moment-là. Oui, mais... Alors, ce serait dangereux. Il y a un peu de Je pense qu'il va y avoir un... C'est dangereux de dire ça. Personnellement, je trouve que ce serait dangereux de faire des législatives l'enjeu pour ou contre le RN. Parce que ça ferait justement le jeu du RN, je pense. Il n'y a pas de popularisation. C'est pas le second tour de la présidentielle Macron-Le Pen, là. C'est ce qu'on disait en début de plateau. On va voir ce que la gauche va faire. Parce qu'à minima, il va y avoir 3 grands blocs. Et après voir comment les LR naviguent dans tout ça. Mais non, là c'est pour ça que je pense, et même dans notre département, Patrice, qu'il va falloir être très attentif parce que des triangulaires et des quadrangulaires, il peut y en avoir un paquet. Moi je pense qu'il n'y aura pas de majorité absolue, mais le grand risque, c'est quand même un éclatement. Absolument, oui, l'éclatement et une France ingouvernable. C'est encore plus ingouvernable. C'est tout à fait envisageable. Au peuple de choisir. Merci à tous. On aura l'occasion peut-être de reparler d'ici le 7 juillet, parce qu'il va se passer des choses. Merci beaucoup. Merci.